messieurs, merci de nous rejoindre sur la 2STV et sur votre émission Actu Show, un ouvrage signé par un officier supérieur de la gendarmerie, en l'occurrence le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, plonge ce corps dans la fournaise de l'actualité. Mais quelle actualité! L'auteur de ce livre bouleverse toutes nos croyances à propos de notre valeur au corps de la maréchaussée. Il serait miné par des affaires de meurtre, de détournement d'objectifs de deniers publics, de corruption, entre autres. Le peuple perdu et choqué attend en vain que ses serviteurs le rassurent, mais les réponses attendues tardent à être matérialisées. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cet ouvrage du colonel Aziz Ndao ne sera qu'un prétexte pour parler de la gestion de la crise casamançaise, mais aussi de la nécessaire réforme des institutions de défense et de sécurité au Sénégal. Nous aborderons également l'actualité politique nationale en tentant d'apporter une réponse à la lancinante question de l'incursion de la famille dans les affaires de l'État. Et nous terminerons par la Palestine. Et pour aborder toute cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Farba Senghor. Il fut ministre de la République sous Abdoulaye Wade. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Farba, merci et bienvenue. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs et leur souhaiter un bon Ramadan. Avec nous également sur ce plateau, le colonel de police à la retraite, Alioune Ndiaye. Il fut porte-parole de cette institution. Mon colonel, merci et bienvenue. Merci Maïmouna pour votre invitation. Merci à tous vos téléspectateurs et nous attendons le déroulement des débats pour apporter nos éclaircissements sur la question. Pierre Ahmed Touba est spécialiste en sciences politiques mais également en intelligence stratégique. Pierre, c'est un plaisir de te recevoir encore sur ce plateau. C'est tout aussi un plaisir pour moi, d'autant plus que ça fait aujourd'hui exactement une année, jour pour jour compté, que je ne suis pas passé sur ce plateau. Merci beaucoup Pierre. Et enfin, Seydi Gassama est directeur exécutif de Amnesty Sénégal. Seydi, merci et bienvenue. Merci Maïmouna, et j'en profite pour saluer mes co-débatteurs et pour saluer tous les Sénégalais qui nous regardent. En discutant avec vous de l'invitation autour de ce plateau, vous me disiez qu'au Libéria ou dans d'autres pays africains, les militaires, quand ils sont frustrés par un état de fait, par une situation, préfèrent prendre les armes. Au Sénégal, les militaires écrivent: faut-il tuer dans l'œuf ces velléités de rébellion verbale? Vous me permettrez, Maïmouna, d'abord, avant de répondre à votre question, de témoigner ma solidarité et mon encouragement au peuple palestinien, parce que c'est une actualité internationale. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons et il me semble intolérable qu'on puisse massacrer comme ça des vies humaines. Maintenant, pour revenir à la question qui nous est posée, effectivement, donc je fais la transition. Je pense que ce dont on n'a pas jusqu'ici parlé sur le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, c'est le fait que pour moi, ça constitue une action consolidante, pour emprunter un terme fétiche de la science politique contemporaine. C'est une action qui consolide pour moi la démocratie. Pourquoi? Parce que... Mais qui déconstruit des corps valeureux tels que la police et la gendarmerie. Je ne pense pas, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans d'autres pays, comme je vous disais tantôt, quand un officier de sa trempe, de son rang, est frustré par le système, par les institutions, il prend les armes. Il commet un coup d'État ou il abat des hommes. Au Sénégal, il écrit un ouvrage. Donc l'ouvrage en tant que tel, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Cela ne fait que justifier de notre tradition dont on a toujours parlé, le Sénégal, pays de dialogue. Et donc, qui dit dialogue parle d'expression et de démocratie. L'autre dont on n'a pas assez parlé aussi, c'est que je pense que ce livre met à l'épreuve une question qui a traversé de part en part toute l'histoire de la philosophie et partant de l'histoire de la philosophie du droit. C'est la dialectique entre le droit et le devoir. Est-ce que parce que nous avons le devoir de réserve, nous n'avons pas le droit de décrier certains comportements?
C'est une première question. Une deuxième question, c'est la manière dont l'administration elle-même est aujourd'hui construite au Sénégal. C'est que nous ne devons notre avancement au sein de l'administration qu'à notre supérieur hiérarchique. Est-ce que cela permet aujourd'hui, si ce supérieur n'observe pas un comportement catholique, est-ce que permet aux subalternes de le décrier? On nous dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sans pour autant en informer sa hiérarchie. Mais effectivement, ici, ce qui se passe, c'est qu'il parle directement de sa hiérarchie, de son supérieur hiérarchique. Alors, ce type de fonctionnement permet de décrier et de mettre à nu certains comportements qui ne devraient pas être au sein de notre administration, qui ne devraient pas être au sein de notre organisation des forces de défense et de sécurité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et ce livre va peut-être nous permettre de réfléchir sur ces questions-là. Mais l'on sent dans le livre que c'est un homme qui n'a plus le choix, qui a épuisé toutes les voies de recours et qui peut-être qui se voit obligé de pondre un ouvrage pour alerter l'opinion publique nationale sur des faits qui se sont déroulés ou qui continuent à miner nos institutions de défense. Je ne pense pas que la frustration en tant que telle soit le principal leitmotiv de cet ouvrage. Parce que qui a fréquenté les forces armées, c'est qu'on nous apprend à être frustrés et à vivre avec la frustration. Je pense que ça, c'est une des premières leçons qu'on enseigne aux militaires. Donc je pense que ce n'est pas la seule frustration de sa carrière, d'autant plus que ça fait 50 ans qu'il porte la tenue. Et je pense qu'en réalité, s'il s'exprime aujourd'hui, ça va au-delà de la frustration. Bien, il n'irait pas le fait qu'il a été frustré lui-même, il le dit. Il dit qu'il est innocent, mais on ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer. Et aujourd'hui, il s'exprime et il s'explique, et de fort belle manière. Donc moi, je pense qu'il y a des questions qui sont des questions fondamentales, et nous ne devons pas rater cette occasion-là, parce que de remettre à plat, nous sommes un peu pris par le quotidien. Depuis 1960, on ne sait pas. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on se pose des questions sur l'organisation et le fonctionnement de nos services. Alors, Seydi Gassama, les acteurs du système ruent dans les brancards pour condamner la réalisation de cet ouvrage, mais ne faudrait-il pas prendre les choses du bon côté? Cela ne sonnerait-il pas le glas de pratiques occultes dans nos institutions? Merci Maïmouna. Moi je dois d'abord dire toute ma déception par rapport à l'autorité politique qui à chaque fois que de pareilles situations se présentent s'empresse d'annoncer des sanctions sans même que la personne mise en cause soit entendue. C'était le cas avec le commissaire Keita. C'est également le cas en ce moment avec... Les faits lui ont donné raison par la suite. Voilà, et c'est la même situation avec le colonel Ndao. Je trouve que c'est déplorable pour une autorité politique qui a été élue sous le mandat de la transparence, de redresser le pays et de faire en sorte que des pratiques qui minent l'administration puissent disparaître au plus vite. Je trouve que cet ouvrage est un ouvrage salutaire, tout comme à l'époque j'avais vivement soutenu le commissaire Keita dans l'acte courageux qu'il a eu de dénoncer des pratiques qui existent, qu'on a étouffées, qu'on a niées et qui en réalité existent. Cet ouvrage, je ne l'ai pas lu intégralement, mais je sais que beaucoup de choses qui sont dénoncées dans cet ouvrage, il y a beaucoup de vérité dans cet ouvrage. Il y a peut-être pas, tout n'est peut-être pas vrai dans l'ouvrage, mais il y a beaucoup de vérité dans l'ouvrage. Et pour cette raison-là, l'autorité politique devrait faire d'un peu de retenue, entendre le colonel Ndao avant d'annoncer une quelconque sanction à son encontre. Cela dit, pour rejoindre Pierre, je dirais simplement que on a beau mettre des lois, des sanctions disciplinaires, mais tant qu'au niveau de l'armée et des forces de police, des gendarmeries, on n'aura pas mis des mécanismes crédibles qui permettent aux personnes, lorsqu'elles sont frustrées, parce que quand même dans cet ouvrage, il y a un peu de frustration, lorsqu'elles veulent alerter, qu'elles puissent aller alerter et qu'on puisse prendre leur saisine de façon sérieuse. Pour ceux qui du colonel Ndao, manifestement l'ancien président de la République Abdoulaye Wade a failli, parce que c'était quand même, il a alerté sur des choses extrêmement graves. L'attitude d'un chef d'État aurait été
d'enquêter sur les allégations qu'il a faites, plutôt que de l'envoyer en enfer, comme cela a été le cas, et de provoquer aujourd'hui cette frustration. Donc, encore une fois, je trouve que c'est un ouvrage salutaire qui va provoquer un débat au sein de la société sénégalaise. Dans tous les cas, ce ne sont pas les sanctions qui vont dissuader des policiers, des gendarmes ou des décréter des ouvrages. Le colonel est un officier supérieur, il sait très bien les sanctions qu'il attendait. Cela ne l'a pas empêché d'écrire cet ouvrage-là. D'autres le feront, et de plus en plus, l'autorité politique et la hiérarchie militaire devraient être préparées à ce genre de situation-là. Parce que simplement, à un moment donné, les gens vont mettre dans la balance d'un côté le devoir et de l'autre côté le droit. Et je crois que leur devoir... Il sera difficile de trancher la question voilà, entre les deux. Alors, c'est un ouvrage salutaire, colonel Alioune Ndiaye. Je ne peux pas le dire, moi. Je ne peux pas le dire simplement parce que je ne suis pas... Un bon soldat discipliné, vous ne pouvez pas le dire. Mais est-ce que le citoyen que vous êtes cautionnerait ce genre d'ouvrage? Non, je suis un soldat d'abord, vous le dites. De ce point de vue-là, je ne peux pas accepter une pratique similaire, qu'un soldat puisse sortir des rangs et insulter tout le monde. Non. Il a la possibilité, tout soldat a la possibilité de se plaindre d'une situation lorsqu'il est frustré. Mais il y a des règles. Vous dites insulter. Non, le mot n'est pas de trop. Vous n'avez peut-être pas lu le livre. Quand on traite quelqu'un de certains noms ou de certaines choses, je crois que c'est pire qu'insulter. Je ne défends pas le général Fall, d'autant que je n'ai aucun moyen pour le faire. Je ne sais absolument rien de pourquoi on l'accuse. Hein. Mais moi, je prends les choses telles qu'elles se déroulent en ce moment. Un colonel qui sort un brûlot, qui s'attaque à son corps, qui s'attaque à ses supérieurs et qui dénonce des faits qu'il aurait pu dénoncer depuis très longtemps. Parce que c'est des faits qui, pour la plupart, sont passés il y a 15, 20 ans. Et il y en a qui se sont passés il y a 5 ans. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il a un mécanisme qui lui permet, dans l'armée, de se plaindre. Auprès de ses supérieurs hiérarchiques? Non. Oui, de ses supérieurs hiérarchiques, les supérieurs... Qui est directement mis en cause dans le... Non, c'est pas celui-là seulement. Le supérieur, vous savez, l'armée, c'est une graduation. Comment ça s'appelle encore? C'est une hiérarchie, c'est une pyramide. Au sommet, il y a le chef de l'État. Je vais le couper parce qu'il s'est quand même adressé au chef suprême des armées, qui était le président Abdoulaye Wade. Qui n'a pas donné suite à sa saisine. Mais si vous me permettez de terminer, hein, je dis les choses telles qu'en ce moment, elles se déroulent. Aujourd'hui, ce n'est pas le président Abdoulaye Wade qui est là. C'est le président Macky Sall qui est là. Il ne dit pas l'avoir saisi pour cette question-là. Donc, moi, je ne peux pas constater que ce qui se passe en ce moment, avant la sortie de ce livre-là, il aurait pu toucher les autorités actuelles du pays pour savoir quel sort ils allaient réserver à ce document, qui, pour moi, aurait pu être traité autrement que comme un livre qui se vend. Puisque au-delà même... Mais il ne rendrait pas service au peuple sénégalais. Non, attendez. Je pense que des lanceurs d'alerte de ce genre rendent service à un peuple. Ils nous poussent à nous regarder dans le miroir, à nous remettre en cause et à peut-être prendre les dispositions afin que ces valeureux corps que sont peut-être la police, la gendarmerie, l'armée ne sombrent dans la tourmente. Non, il ne faut pas le présenter comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau de médiocrité, non, pas du tout. Il a dit, dans d'autres pays, quand les soldats ne sont pas contents, ils prennent les armes. Ici, il a dit, on ne prend pas les armes, on écrit. Mais ici, on écrit mal. C'est ça le problème. Il n'y a pas que ce livre, allez dans le net. Lisez dans le net tout ce qui se dit, non pas seulement de l'armée, mais de toutes les institutions du pays, de toutes les autorités du pays. C'est un peu cela qu'il ne faut pas encourager. Que tout ce qui représente l'autorité soit traîné dans la boue. Simplement parce qu'il est une autorité. Un soldat, lorsqu'il n'est pas content, je fais abstraction du grade, lorsqu'il n'est pas content, il a la possibilité de s'adresser à son chef direct. Si son problème n'est pas réglé, il a la possibilité de s'adresser au supérieur de ce chef, jusqu'au niveau le plus élevé. Le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, il aurait pris ce document, l'envoyer au nouveau régime, au président Macky Sall, certainement, j'ai dit, que le traitement aurait évolué, serait peut-être différent. Maintenant que la faute
en fait, la faute, elle est commise, hein, parce que lui-même, il le reconnaît et il le dit. Et il en est conscient. Il en est conscient. Et c'est ça qui me pose problème, moi. Quand un officier supérieur est conscient de commettre une faute, mais qu'il la commet quand même, je dis vers où on va aller. Demain, qu'est-ce qui va encore se passer? Monsieur Seydi Gassama a parlé du cas de Cheikhna Keïta. C'est un deuxième arrive, un troisième va arriver. Et après, vous me dites, c'est pour rendre service à la nation. Le tissu militaire, mais la discipline, désintégrer tout ce que nous avons construit de l'indépendance. Mais vous préférez, mon colonel, que les gens gardent le silence. Pas garder le silence, qu'ils parlent là où ils doivent parler, non, qu'ils parlent là où ils doivent parler et comme ils doivent parler. Mais vous connaissez bien le mode d'organisation et seulement de nos institutions de défense. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, toutes nos règles sont de mauvaises règles, qu'il faut tout mettre à l'eau et puis recommencer à zéro. Parce que c'est ça les règles qui sont posées aujourd'hui. Alors, on va permettre à Farba Senghor de décliner sa position par rapport à l'opportunité de la réalisation de cet ouvrage. Moi, je crois que nous sommes dans une société normée, c'est-à-dire qui répond à des règles aussi bien administratives que des règles juridiques. Et que si nous ne devons pas vivre dans l'anarchie, donc tout le monde doit se soumettre aux règles. Parce que quand le juge juge, il juge en fonction des règles. Quand notre ami Seydi Gassama de Amnesty International défend une personne ou des libertés, c'est sur la base de ces normes-là. Donc je crois qu'il y a deux questions fondamentales ici à résoudre. La première question, est-ce que les règles de forme ont été respectées? Et la deuxième question, dans le fond, ce qu'il dit, comment apprécions-nous donc le contenu de ces déclarations? Sur la forme, tout le monde sait que les libertés ont évolué et que il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression qui a conquis presque tout le monde. Même nous, avec notre nouvelle constitution, celle-ci reconnaît certaines libertés, dont les libertés d'opinion et les libertés d'expression à tous les citoyens. De même que les chartes et les conventions internationales que nous avons ratifiées et signées. Alors, la liberté d'expression, comme on veut le faire croire actuellement donc, dans le pays, la Déclaration universelle des droits donc, de l'homme et des citoyens, donc garantit à tous les fonctionnaires la liberté d'expression, mais sous réserve. À tous les êtres humains. Non, moi je parle des fonctionnaires. Il y a un paragraphe qui s'adresse aux fonctionnaires et dans cette partie-là, la Déclaration donc, universelle des droits donc, de l'homme et des citoyens donc, reconnaît effectivement la liberté d'expression aux fonctionnaires, mais sous réserve d'un usage qui ne soit ni excessif et qui ne soit également ni insultant à l'égard des pouvoirs publics et à l'égard également de tous ceux qui sont concernés. Donc voilà ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc sur ce, on peut dire que les militaires sont soumis à des restrictions. Parce que c'est pourquoi la loi, dans plusieurs pays, la loi encadre cette expression des fonctionnaires. Dans plusieurs pays, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Et c'est là d'ailleurs où est né le droit de réserve. C'est-à-dire que certaines catégories de fonctionnaires, tels que les magistrats, tels que les policiers, également certains hauts fonctionnaires, ont vu des restrictions donc, dans leur forme d'expression. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si l'on suit les normes qui existent au Sénégal et ailleurs, que le militaire ou le magistrat n'a pas le droit de
qui sont liés à l'exercice ou des qu'il a pu recevoir même étant en exercice. Et ça, c'est la loi. Il y a une loi, la loi 70 1960, donc qui ce droit de réserve. Et en plus également, il y a la loi 24 qui de réserve. Oui. Non, attendez, ce sont des dispositions de la loi parce que le colonel Aziz Ndao connaît sûrement. Mais si l'on fait la corrélation, je ne parle pas au colonel Aziz Ndao. Oui, d'accord, mais on ne peut pas aussi se lancer dans ce genre de... Non, je veux éclairer les Sénégalais. Dans ce genre de rappel. Non, je veux éclairer... Mais faisons la corrélation avec le sujet pour lequel nous sommes là. C'est ça. Je viens pour vous dire que cette loi-là dit, c'est la loi portant restriction, c'est-à-dire de l'expression, de la liberté d'expression de certains des militaires. Je dis que dans cette loi, il est bien dit. Ils n'ont ni le droit à l'expression, ni le droit à la liberté d'expression. Non, attends, non, sous condition. Ils ont dit. Ils ont le droit à l'expression. Attends, laisse-moi terminer. Oui. Laisse-moi terminer. Ils ont dit que ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, en fait, alors d'écrire un livre. Ils n'ont pas le droit de contribuer même à un livre ou à un journal sans l'autorisation du supérieur hiérarchique. Voilà ce que dit la loi. Maintenant, si on est dans la légalité, ce qui est certain, et vous l'avez dit, le colonel Ndao est fautif. Parce que cette loi-là, la loi 70-23, c'est cette même loi qui a créé l'obligation de réserve pour les officiers admis à la retraite. Et que lui-même, s'il allait à la retraite, comme on le dit, dans les mois à venir, il serait obligé, il devrait normalement attendre, alors qu'il ait eu 65 ans pour pouvoir s'exprimer. Moi, je ne suis pas... Attends, je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Oui. Face à l'ampleur des faits qui sont dénoncés, face à l'ampleur des dégâts, ma question, qui ne date pas d'aujourd'hui, n'y avait-il pas lieu peut-être de violer... Si moi j'étais à sa place, j'aurais démissionné pour avoir la liberté de m'exprimer, ou j'aurais attendu d'avoir terminé mes 65 ans. Je l'aurais fait, moi. Parce que ce qu'il a fait, entre nous, c'est du kamikaze. Entre nous. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se soustraire donc, à la loi. Il sort un livre, même s'il y a des vérités dans ce livre-là, alors ça ne le soustrait pas aux rigueurs de la loi. Et, moi, ça, et juste peut-être préciser qu'il y a des vérités qui nous renseignent quand même sur la légèreté avec laquelle nous sommes parfois gouvernés. Non, si cela existe, c'est autre chose. Voilà. Parce que nous sommes dans un pays, parce que moi je parle sous le droit. Parce que nous sommes dans un pays qui est régi par une constitution, par des lois et par des règlements, par un règlement. Donc si on veut, on change tout le règlement, on commence à zéro. Alors qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Attends, qu'il ait violé la loi, les dispositions du règlement, du fonctionnement des armées, ou qu'il ait mis à nu les légèretés d'un système? Non, je n'ai aucun sentiment. Non, rien ne me gêne. Je n'ai aucun sentiment. Quand je parle, je me réfère à la loi. Je n'ai aucun sentiment. Oui, la loi, on la met de côté. Lui, il sait qu'il a violé la loi, il l'assume et il attend d'être puni du point de vue de la discipline militaire. Mais répondez à la question, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Rien du tout ne me gêne dans ce qu'il a dit. Rien du tout et rien du tout. Mais moi, je m'exprime en fonction de mes convictions personnelles. Je dis, moi je suis un pur produit de l'administration. Je dis que s'il s'agit d'administration et de droit, les règles sont violées par le colonel. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est ce qu'il a dit. Et ça, on peut y venir, on peut y revenir, toujours en fonction de ce droit-là. Parce que quelqu'un qui divulgue les secrets d'État, c'est-à-dire les informations estampillées, secrets, estampillées, confidentielles, mais est puni par la loi. Moi, j'ai attaqué récemment l'État du Sénégal, parce que quand j'ai été entendu dans le cadre de la traque des biens mal acquis, le contenu
de mon audition et de l'audition de tous les autres dignitaires de l'ancien régime a été étalé à la presse et j'ai porté plainte pour divulgation des secrets de l'information et j'ai été entendu récemment par le doyen des juges et j'ai confirmé donc alors ma déposition. J'ai déposé, j'ai confirmé donc ma plainte. Oui, donc, ça c'est un fait isolé. Non, c'est pas un fait isolé. C'est la même chose ici. Il n'y a pas de fait isolé. S'il vous Parce plaît, que le fait de violer la loi, revenons-en. c'est aussi valable pour le citoyen que pour l'État du Sénégal. Nous sommes dans un état de droit. D'accord. Dans un état de droit, Farba. Et les citoyens sont soumis aux mêmes conditions donc, et aux mêmes rigueurs de la loi. D'accord, Farba. Oui. D'accord, Farba. Il fait des révélations Oui. Concernant la gestion de la crise casamançaise. Oui. À un moment donné, vous n'étiez pas officiellement Monsieur Casamance, Oui. mais vous étiez très impliqué dans ce dossier casamancé. Quelle est la valeur des informations qu'il divulgue dans le... Je dis, moi je suis un homme d'État. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses pendant tout le temps que j'étais dans l'administration. J'ai été formé ici à l'École nationale d'administration. Quand je suis sorti, j'ai fait tout mon parcours dans l'administration. Mais vous vous êtes vanté à un moment donné d'avoir aidé des rebelles à baptiser leurs enfants, d'avoir équipé des maisons combien de Sénégalais? S'il vous plaît, Farba, Oui. d'avoir équipé Oui. des maisons de rebelles. Oui. Vous, Farba Senghor, vous qui avez été à un moment un acteur déterminant du système, qu'est-ce que ces informations sur la Casamance vous inspirent? Attends, aider quelqu'un au Sénégal, ça n'a jamais été un délit. Et tous les Sénégalais aident leurs prochains. Que j'aide un Casamancé, parce que vous voulez taxer de tous les Casamancés de rebelles. C'est ça. C'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire au Sénégal, il y a... attendez. Vous avez bien dit que vous avez aidé des rebelles. Je n'ai pas dit ça. Des rebelles du Maquis à baptiser leurs enfants. Non, je n'ai pas vous dit étiez ça. très content même quand vous divulguiez ce genre d'informations. Donc moi je fais bien le distinguo entre rebelles et Casamancés. Voilà. Donc ce que je voudrais simplement vous préciser, c'est que les secrets qui sont sortis sur le plan strictement administratif et sur le plan juridique, je dis que le colonel n'a pas le droit de les sortir. Parce que ce sont des secrets d'État. Ce sont des secrets estampillés confidentiels. Ça, personne n'a le droit donc de les sortir. Et si tout le monde fait ça, c'est la déstabilisation du Sénégal. C'est-à-dire, on va... vous savez, les Américains, ou les Français, les Américains et autres, combien de millions ils dépensent à travers l'Afrique pour la promotion de leur propre politique? Est-ce que si tout ça a été divulgué à travers le pays, à travers... que serait aujourd'hui l'Amérique? Macky Sall lui-même, il a 11 milliards qu'il a dépensé l'année dernière. Et en 2013, 10 milliards. Mais ces 10 milliards-là, la loi est faite de telle sorte qu'on lui donne le droit de régler des problèmes qui pouvaient mettre en jeu la sécurité et l'avenir du pays sans qu'il se réfère à personne. Alors, Pierre Ahmed Ba, Pierre Ahmed Ba, alors de quoi faudrait-il s'émouvoir? Du fait que le colonel ait violé la règle de la discipline militaire ou des informations contenues dans cet ouvrage concernant la crise casamançaise, la gestion des deniers publics au sein de la gendarmerie, la gestion des hommes et des actes posés, des actes de nature peut-être à compromettre la sécurité nationale ou à briser le moral des troupes. De quoi est-ce qu'on devrait s'émouvoir? Oui, moi je ne voudrais pas entrer dans un débat d'ordre principiel parce que on a beaucoup parlé du principe. Du principe. Je pense qu'on devrait dépasser ce cap, Farba Senghor, pour votre prochaine prise de parole. Moi, vraiment, laissez-le terminer. Je me défends, vous le savez bien, depuis des années, en m'appuyant sur le droit. Donc je ne peux pas venir ici aujourd'hui, sur cette table-là. Oui, mais vous n'êtes pas un homme de droit, vous n'êtes pas un juriste. Oui, je ne suis pas un juriste. Voilà, vous n'êtes pas un juriste. Je suis un juriste. On peut avancer, on va laisser alors, c'est toi qui n'es pas juriste. Alors moi je considère qu'on a beaucoup parlé des questions d'ordre principiel. Qu'il est le droit, le devoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dialectique. C'est un débat dépassé, la faute est déjà commise. Oui, mais justement, où se situe la faute? Vous savez, on a beaucoup parlé de droit, hein, M. Farba Senghor a beaucoup parlé de droit aujourd'hui. Mais je voudrais juste qu'on me dise quel délit le colonel a-t-il commis. À mon avis, il n'y en a pas, d'abord.
Ensuite, pour qu'il y ait délit, il faudrait peut-être ouvrir une instruction, une information judiciaire pour pouvoir situer le délit et les textes de la loi qui punissent ce délit-là. Vous savez, quelqu'un de plus intelligent que moi a dit, pour que triomphe le mal, seul suffit le silence des hommes de bien. Est-ce que ça ne m'intéresse pas, moi, Pierre Ahmed Ba, de savoir que quand je paye les impôts, ça sert à tuer un concitoyen en Casamance? Ça m'intéresse de le savoir. Maintenant, où est la raison d'État et où est la raison d'État? C'est une question fondamentale. Il a le devoir de réserve, mais a-t-il le droit de laisser les deniers publics être utilisés d'une manière qui ne convient pas à la sécurité des citoyens? Parce que d'abord et avant tout, il est là pour nous défendre. Mais s'il sent que les moyens attribués ou alloués à la défense nationale ne sont pas utilisés pour la défense nationale, alors mettez-vous à la place du colonel. Vous allez garder le silence et laisser nos concitoyens se faire massacrer, se faire tuer. Vous allez garder le silence et laisser une certaine rébellion se faire enrichir ou se faire financer par nos deniers publics parce que vous avez le devoir de réserve. Que vous allez essayer de mettre fin à cela. Et à ce que je sache, le colonel a essayé. Il a essayé. Il a rédigé une lettre à ses supérieurs. Il s'est peut-être entretenu avec son supérieur hiérarchique direct. Ça n'a pas passé. Il est passé outre. On nous dit qu'il a commis une faute disciplinaire. Je ne suis pas là pour statuer sur la faute disciplinaire, parce que c'est des concepts valises. Mais il y a quand même quelque chose, un fait qui pose problème. Les faits incriminés remontent à bien longtemps, ou à 2005, 2007, 2006. Lorsque la presse s'est fait écho de ce scandale au sein de la gendarmerie, pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Il me donne l'impression, quand je lis le livre, qu'il dénonce parce qu'il n'a plus le choix. Mais alors qu'il avait le choix, qu'est-ce qui l'a empêché de dénoncer cet état de fait, de démissionner, de rendre le tablier et d'informer l'opinion publique nationale sur ce qui se passe? Oui, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser au colonel Ndao à l'occasion. Il reconnaît lui-même avoir obéi à des ordres du général Fall. Oui, à l'occasion, je pense que c'est une question qui serait bien de poser au colonel Ndao. Oui, mais cela ne vous pose pas problème aussi? Pas à ce niveau-là. Qu'il se soit tué pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Parce que vous savez, le colonel parle de faits. Et je ne voudrais pas que nous empruntions les sentiers de la répression. Hein? Parce qu'il parle de faits. Même si certains faits sont frappés de prescription au bout de 20 ans, ou ça fait plus de 10 ans. Mais il est important que nous sachions la vérité. Il est important que le peuple sénégalais sache ce qui s'est réellement passé. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne doute pas que nos dirigeants, en envoyant de l'argent, si le fait est avéré, au MFDC, le faisaient de bonne foi, pensant que ça allait aider à trouver la paix. Mais si il y a eu défaut dans les services de renseignement, si la bonne information n'a pas été remontée au chef de l'État afin qu'il se rende compte, et qu'il se rende compte assez tôt, que l'argent ne sert pas à ramener la paix, mais sert plutôt à enflammer la jeunesse, à enrichir des hommes et des femmes, je pense que si cette information-là n'est pas passée, il y a problème. Vous voyez, donc, ma préoccupation, elle est ailleurs. Comment tirer aujourd'hui la substance de la vérité dans cette histoire? Le ministre des Forces armées fait une déclaration pour, selon Maître Mame Adama Gueye, violer la présomption d'innocence. L'homme est condamné avant d'être entendu. Le général Fall n'est toujours pas rappelé pour s'expliquer devant une commission parlementaire ou devant une commission juridique. Comment aujourd'hui est-ce qu'on pouvait voir la vérité dans cette histoire? Est-ce que la gestion actuelle du dossier vous espérer qu'il y a possibilité que la vérité surgisse? D'abord, je pense que Maître Mame Adama Gueye a parlé très tôt, parce qu'il n'y a pas d'encore ouverture d'informations judiciaires. Donc on ne peut même pas parler de présomption d'innocence. De quoi est-il accusé? Pour le moment, rien. Il doit répondre de ce qui lui est reproché. S'il reproché quelque chose au sein de son corps.
Ça s'arrête là. N'oubliez pas aussi que c'est un officier et que s'il faille le juger, ce sera la cour martiale. Donc, il y a un de choses qui se passent aujourd'hui et qui ne tiennent pas la route parce que les gens veulent parler. Mais parlons des faits. Pour l'instant, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait ouverture d'une information judiciaire. Donc, je ne peux pas parler de la présomption d'innocence. En plus, je ne s'appuie sur le droit. Non, je ne rejette pas de m'appuyer sur le droit. Je dis tout simplement, pour vous rappeler Montesquieu, dans De l'esprit des lois, les lois sont faites pour être transgressées. Respecter à la règle. Il faut qu'il y ait des gens qui commettent des délits, parce qu'il faut bien que quelqu'un occupe les prisons. Il faut des gens qui commettent des infractions parce qu'il faut bien remplir les caisses du trésor public, etc., etc. S'il n'y avait pas de transgression de loi, je pense qu'il y a beaucoup de caisses de l'État qui seraient vides aujourd'hui. D'accord? Oui, mais c'est clair. Les lois sont faites pour être transgressées. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'anarchie. Je ne cautionne pas l'anarchie. Je dis tout simplement qu'on parle de présomption d'innocence quand il y a une enquête qui est ouverte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il doit répondre de choses qui lui auraient été reprochées au sein de son corps. Attendons cela. S'il y a des gens qui s'estiment lésés et qui estent en justice, ça, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, moi, je parle des faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'on nous apprend que l'État du Sénégal remet de l'argent à la rébellion. Je ne veux même pas utiliser le terme finance. Remet de l'argent à la rébellion. À quel titre? Nous aimerions le savoir. Donc, il est important de mettre en place une commission d'enquête pour que triomphe la vérité. Parce que cette vérité-là nous permettra de connaître les failles du système et d'y apporter... Et d'y remédier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous émeut le plus dans cette histoire? Je voudrais d'abord dire que aussi bien le commissaire Keita que le colonel Sesek, le colonel Ndao, de mon point de vue, n'ont commis aucune faute. Aussi bien par rapport au règlement que par rapport au droit. Par rapport au règlement militaire, oui. Oui, mais il n'y a aucune faute. Je vais vous dire. Par rapport au règlement militaire, oui. Ils n'ont commis absolument aucune faute. Voilà deux officiers extrêmement valeureux, qui connaissent bien leur métier, qui savent très bien les sanctions qu'ils peuvent encourir. Mais des gens qui, à un moment donné, se sont retrouvés en situation de conflit avec leur supérieur hiérarchique. Pour le commissaire Cheikhna Keita, c'était le directeur général de la police nationale. Et pour Ndao, c'est le CMG, le haut commandant de la gendarmerie. Donc ces supérieurs directs sont les personnes avec lesquelles ils étaient en situation de conflit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi l'autorité suprême. Il a saisi le président Abdoulaye Wade. Après le haut commandant de la gendarmerie, c'est le président Abdoulaye Wade. Il a écrit au ministre de l'Intérieur. Qui n'a pas traité. Non, mais écoute, c'est cela qui est apparu dans la presse. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est cela, mais écoute, vous avez peut-être des secrets que vous n'avez pas dit dans la presse, mais il a quand même saisi le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui, de son point de vue, nous n'avons entendu aucun démenti à l'époque de la police, n'a pris aucune action. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dû démissionner. Les officiers n'ont commis aucune faute. On a assisté simplement à la faillite de l'autorité politique. Abdoulaye Wade n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de ses responsabilités. Et dans le cas de Cheikhna Keita, le ministre de l'Intérieur de l'époque a failli également à ses responsabilités. Donc, pour moi, il n'a commis absolument pas de faute. Et je voudrais dire, pour ce qui est de la question casamançaise, que de mon point de vue, cela ne semble pas être le plus scandaleux dans cette affaire. Parce qu'apparemment, ce qui est reproché au colonel, au général Fall, c'est de l'argent. Plutôt que de remettre l'argent à la rébellion, il s'en est servi. Il faut dire à la décharge des gens du PDS que l'argent que remet aux rebelles ne date pas du pouvoir du PDS. Même du temps du Parti Socialiste, les rebelles, certains chefs rebelles... Mais la chose s'est amplifiée entre 2000 et 2012. Moi, j'ai toujours pensé que ça a été fait de bonne foi. Du temps de Diouf, certains chefs rebelles qui avaient quitté le maquis et qui s'étaient investis dans le processus de paix, avaient comme aussi des moyens pour voyager à travers la Casamance en termes de voitures 4x4. Également pour pouvoir aider aux besoins des jeunes qui avaient accepté de se cantonner et de déposer les armes. C'est cela la réalité. Ils avaient accepté de se cantonner, de ne plus faire des attaques et des braquages, et il fallait leur donner des moyens de subsistance. Donc le PS l'a fait en très bas, le PDS l'a fait également en très bas, et apparemment ce qui est reproché dans ce livre au général Fall, c'est de s'être lui-même sucré avec cet argent qui était destiné en réalité à la rébellion. Mais
comme je dis, le nouveau pouvoir semble avoir décidé de ne pas remettre un seul franc. Il y a des accusations de compromission avec la c'est plus grave que ça. Il y a des accusations de compromission. Il évoque un meurtre. Je pense. Il arrive à ce meurtre. Le pouvoir actuel semble avoir décidé de ne plus donner de l'argent à la rébellion, même si les médiateurs pensent qu'il faut le faire, parce que si les jeunes sont cantonnés et qu'on ne leur donne pas à manger, ils vont faire des braquages. C'est discutable. Certains médiateurs le pensent. Le pouvoir actuel semble avoir dit non. C'est une information que j'ai reçue des hautes autorités au niveau régional. Ils adhéreront à cette solution-là, de ne rien remettre aux rebelles tant qu'ils sont armés et qu'ils luttent contre l'État du Sénégal. À l'accusation de meurtre d'Aba Diédhiou, j'estime que unique que pour cette accusation simplement, le procureur de la République devrait déjà s'autosaisir et ouvrir une enquête. Et je voudrais lui lancer solennellement un appel. C'est une accusation grave. C'est une personne qui a été tuée dans on nous dit, à la gendarmerie de Colobane, pour l'empêcher de faire des révélations. Et je vous dis, Maïmouna, j'ai visité toutes les prisons de Casamance. Et il n'utilise pas le conditionnel. Hein? Oui, pas du tout. Et il l'assume. Ils disent aussi officier de police judiciaire. Et il dit avoir les preuves. Je sais ce dont je parle et j'ai les preuves. Pendant ce temps, dans toutes les prisons de Casamance, pour vous dire combien ils sont vicieux, les personnes mises en cause dans la mort d'Omar Lamine Badji sont éparpillées à travers les prisons. Il y en a à Kolda, il y en a à Ziguinchor, il y en a à Bignona, il y en a à Sigui. Et c'est des gens qui attendent depuis 7 ans pour être jugés. Pendant ce temps, le principal mis en cause, celui qui détiendrait les secrets, aurait été étouffé et tué à la gendarmerie de Colobane par, n'est-ce pas, des hommes du général Fall, n'est-ce pas, pour qu'ils ne puissent pas faire de révélations. Je dis que c'est une honte que le ministre de la Justice n'ait pas encore instruit le procureur d'ouvrir une enquête sur cette situation-là. Si le procureur ne s'est pas autosaisi, le ministre doit l'instruire d'ouvrir une enquête. En tout cas, nous exigeons qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur la mort d'Aba Diédhiou et surtout que les personnes qui sont en prison depuis 7 ans et dont beaucoup d'entre eux clament leur innocence soient jugées rapidement et libérées s'ils sont innocentés. Encore une fois, moi je trouve que c'est un ouvrage salutaire. Et de toute évidence, ce qui est dit dans cet ouvrage, la plupart du temps, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup de gens savaient que dans l'armée et la police, il n'y a pas que des saints. L'armée et la police ne sont que des reflets de la société sénégalaise. Tout ce qu'il y a de bon dans la société sénégalaise existe dans la police, dans l'armée et dans la gendarmerie. Tout ce qu'il y a de mauvais dans la société sénégalaise est également dedans. Mais est-ce qu'ils ont le droit à la faute? Et ils n'ont pas le droit de le nier. Mais est-ce qu'ils ont le droit? C'est les chefs Est-ce qu'ils ont le droit à la faute, eux qui sont chargés d'assurer l'ordre et la sécurité, d'assurer la souveraineté du Sénégal? Est-ce qu'ils peuvent se permettre les délits peut-être que les citoyens qui ne sont pas investis de ce genre de mission se permettent? Ils mettent en péril notre sécurité et la sécurité de l'État. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Omar Lamine Badji, ce n'est pas quand même n'importe qui en Casamance. C'est un membre fondateur du PDS, président du conseil régional de Ziguinchor, qui a été tué de façon absolument crapuleuse. Et on nous dit que la personne qui détient les secrets de ce meurtre a été tuée pour l'empêcher de parler. Alors, Alioune Ndiaye, nous vivons dans un monde qui subit tellement beaucoup de mutations. Ne pensez-vous pas qu'il urge aujourd'hui de réformer un peu le fonctionnement de nos corps de défense et de sécurité, et de mettre en place un dispositif qui puisse permettre à des gens comme le colonel Ndaw ou le commissaire Keïta de se faire entendre, un dispositif qui prendrait en charge ce genre de questions? Mais absolument, tout doit être réformé au Sénégal d'ailleurs, si j'entends bien ce qui se dit. Mais on parle de réforme partout, sauf concernant les corps de défense si vous et de sécurité. sur une question, vous me laissez le temps de donner une réponse. Je vous dis pour venir à sa question, l'armée est une institution partisane de l'immobilisme. L'immobilisme parfait. Vous voyez le code de justice militaire qui est décrié dans le monde entier. Pendant les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade, les ordres de poursuite ont bloqué pratiquement toute poursuite contre les membres de forces de sécurité, qui pourtant étaient mis en cause dans des crimes de sang. On va le laisser terminer. Aujourd'hui, l'armée, la police et la gendarmerie, en tout cas les hiérarchies, sont en train de tout faire pour que cette réforme-là
n'aboutissent pas. Mais je crois que Seydi Gassama ne vit pas au Sénégal. Hein. Comment ça? Non, attendez, parce que quand même, vous n'allez pas me dire que la police n'a pas été réformée avec le nouveau statut qui a été mis en place depuis 2009. Je parle du code je vous en prie. Je vous en prie. Aujourd'hui, la police a été fortement réformée et la réforme est encore en cours. Elle n'est pas finie. On parlait de sûreté nationale. Aujourd'hui, on ne parle plus de sûreté nationale. Beaucoup de directions ont changé d'appellation et d'orientation. Le recrutement a changé. Les niveaux de recrutement ont changé. La formation a changé. Les traitements ont changé. En fait, la gendarmerie également a subi des réformes. Mais les réformes, c'est de manière continue. Ce n'est pas un trait sur un coup de baguette magique que tout va changer et tout va s'améliorer. Non. C'est également, moi, je ne m'étonne pas. Leur discours de tous les jours, c'est de dire à chaque fois qu'un militaire, policier est impliqué dans une histoire, arrêtez-le, mettez-le en prison. Tout de suite. C'est le discours de tous les jours. C'est aujourd'hui que je l'entends d'ailleurs pour la première fois dire oui, pourquoi tout de suite vouloir le sanctionner. Dans le cas du colonel Ndao et le colonel Keïta. C'est aujourd'hui que je l'entends le dire. Ensuite, ce que moi je ne comprends pas, il dit que l'armée, la police, la gendarmerie, c'est le reflet de la société sénégalaise. Tout ce qu'il y a de bon dans la société se trouve chez nous. Tout ce qu'il y a de mauvais se trouve. Après, il dit, nous n'avons pas le droit d'être comme les autres. Nous n'avons pas le droit de commettre les mêmes fautes. Non, je ne comprends pas. S'il dit, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Ils ont toujours eu le même traitement. Dites-moi seulement un seul policier impliqué dans une histoire de meurtre qui aujourd'hui n'est pas jugé. Ils sont en prison. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas en prison. Le dernier cas, c'est le cas de... Comment ça s'appelle encore Mbaké. Je ne l'entends pas demander le jugement de ces policiers. Il faut demander. Non, je ne l'entends pas réclamer le jugement de ces policiers. Ils courpissent en prison. Même s'ils ont commis un meurtre, ils doivent être jugés, sanctionnés s'il le faut. Pour... je n'ai pas dit ça. Oui, vous aurez le temps de préciser ce que vous avez dit. Pour préciser un peu à l'endroit de M. Ba, il y a un délit forcément dans ce que nous disons aujourd'hui. Ce n'est pas un délit forcément pénal, c'est un délit disciplinaire. Vous ne pouvez pas, attendez, vous ne pouvez pas. Le délit, excusez-moi de vous interrompre, le délit, on ne peut pas utiliser le terme délit quand on sort du cadre de la législation pénale. Si, c'est conçu comme ça par les juristes, ils le savent. Il y a des délits disciplinaires qui n'ont rien à voir avec le code pénal. Vous pouvez commettre un fait qui n'est pas puni normalement par le code pénal, mais votre corps vous sanctionne. Je vous donne un exemple. Est-ce pour autant un délit? C'est un délit disciplinaire. Ce n'est pas sanctionné. Pardon, s'il vous plaît. Ce n'est pas sanctionné par une peine, n'est-ce pas, par une sanction pénale, mais par une sanction du corps. Mais dans ce cas, peut-être que faute serait le terme Non, en droit, on l'appelle délit disciplinaire. Une faute disciplinaire. Oui, on l'appelle délit disciplinaire. Okay. C'est ça le terme. Attendez, oui, ça, vous pouvez le dire, parce que vous défendez des hommes. Ces personnes auraient attaqué ces décisions. Tout récemment, il y a un colonel de gendarmerie qui a fait sortir un livre de même nature. Il a été radié. Même si le Conseil d'État est revenu pour dire que la sanction est excessive, il a dit, pas anormal. Il y a eu le cas de notre capitaine de gendarmerie, Paul Baril, qui a sorti un brûlot de la même nature, qui a été radié. Il en a sorti 4 et le 5e est sorti au mois de mars dernier. Oui, mais il a été radié. Ça, non, il l'a fait ça, c'est après sa radiation. Bien, lui, il a été radié ça depuis plus de 15 ans. N'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que ça, ce n'est pas le propre de l'armée, de la gendarmerie ou de la police ou du Sénégal. C'est dans tous les États du monde. Les armées ont des normes de discipline qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, il n'y a plus d'armée. Ici, il s'agit de former quelqu'un pour qu'il soit capable de prendre des armes et d'aller se battre. S'il n'obéit pas aux ordres que son supérieur lui donne, s'il trouve tout le temps à discuter les ordres, s'il trouve tout le temps à dénoncer des faits, au lieu d'aller faire son travail, on n'a plus d'armée. Alors, je vous en prie, je termine. Puis-je m'exprimer? Je vous en prie, je termine, vous aurez le temps de le faire. Vous avez demandé, est-ce qu'il ne faut pas réformer l'armée, la gendarmerie et autres? Mais oui, il faut les réformer, parce que nous sommes dans un monde qui bouge. Nous avons besoin d'une armée de métier. Nous avons besoin d'une armée professionnelle, nous l'avons jusque-là. Mais on veut progresser, aller de l'avant. On est plébiscité partout sur les théâtres d'opération en Afrique.
On n'a jamais dit que le Sénégal n'était pas une bonne armée. Mais oui, pourquoi la gendarmerie est présente dans beaucoup de pays en Afrique? Pourquoi aujourd'hui vouloir, parce que quelqu'un a sorti un livre, vouloir dire non, la gendarmerie recèle des malfaiteurs, c'est pas bon, non. Attendez, c'est bon ce qui se fait jusque-là. Je pense que l'opinion sénégalaise ne met pas en doute c'est en réponse au développement de Seydi. C'est en réponse au développement de Seydi Gassama tout de suite que je dis cela. Parce qu'il a défendu le cas de Cheikhna Keïta, il a traité d'homme valeureux, je n'en disconviens pas, je le connais bien, il a été mon chef, il a participé à ma formation. Mais pour autant, je dis ici, il a commis une grave faute. Une grave faute. Alors, cela dit, colonel Alioune Ndiaye. Alors, cela dit, colonel Alioune Ndiaye. S'il vous plaît, cela dit, colonel Alioune Ndiaye, est-ce qu'il ne faille pas quand même s'arrêter sur les faits, les pratiques qui ont été dénoncées dans le livre, c'est-à-dire les actes de prévarication, de détournement des deniers publics. Ce sont quand même des pratiques qui impacte un peu sur la performance de nos armées. Je suis d'accord avec vous. Et là, c'est un autre problème. Maintenant, je le disais dans alors, notre quand plateau. vous détournez le budget de la gendarmerie à d'autres fins, et quand, à cause d'un haut gradé, la gendarmerie ne peut pas être présente dans les opérations de l'OPEX, tout ça, vous ne pensez pas que ce sont des fautes graves et qui méritent quand même que l'on s'arrête et que l'on en parle? Parce que le problème, c'est que c'est une grande muette et on ne parle jamais de ce genre de problème. Parce que, quelque part, je crois que vous êtes en train de vouloir prendre un livre comme de la Bible. Non, je ne prends pas le livre comme de la Bible. Mais ce sont des choses qui existent. Non, vous le savez. Ah non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ne me faites pas dire ce que je... Attendez, je termine. Il a produit un livre, il a fait des accusations. Maintenant que le livre est sur la place publique, les autorités doivent s'en saisir. Les autorités judiciaires, le procureur de la République doit s'en saisir. Une information doit être ouverte. Je suis entièrement d'accord. Et que tous les mis en cause soient entendus. Mais bien sûr, on ne peut pas ouvrir une enquête sans entendre tous les mis en cause. Non. Mais encore une fois, laissez-nous au plan disciplinaire remettre ce colonel-là dans les rangs parce qu'il le faut, nous avons besoin de préserver la discipline dans nos rangs. Ça, je le dis, et je termine ici en disant une chose. Attendez, je termine ici en disant une chose. Le colonel vous dit qu'il y a un crime qui a été commis devant lui, ou en tout cas, il a pris connaissance d'un crime qui a été commis à la gendarmerie. Le colonel est un officier de police judiciaire. Le code de procédure pénale lui donne le droit d'en aviser immédiatement le procureur de la République. Pas son chef. Il ne s'adresse pas à son chef. Il s'adresse directement au procureur de la République. Il lui fait cas du crime qui a été commis et dont il a connaissance. Merci beaucoup. Voilà. S'il ne l'a pas fait, il a fauté. Voilà, ce que je veux d'abord préciser, c'est que... On quitte le domaine du droit. Non, je quitte le domaine du droit. On en vient au fond du livre. Je quitte le domaine du droit. Voilà. Mais ce que je veux préciser dans le domaine du droit, c'est que le colonel, il a commis une faute parce qu'il aurait dû attendre la fin donc des 65 ans ou démissionner immédiatement. On a vidé donc cette question. Ça c'est vidé. Voilà. Maintenant, je ne présume pas. Il a eu tort d'attendre d'aller à la retraite. Mais il peut démissionner immédiatement. Il a tort de le faire maintenant aussi. Non, il a tort parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a un verre dans le fruit, on ne peut pas laisser le mais verre. il peut démissionner. Rien n'empêche au colonel de démissionner et de mettre tout sur la table. Moi, je pense que si j'étais à sa place, je l'aurais fait. Moi, j'aurais applaudi. Mais donc, il l'avait fait comme ça, j'aurais applaudi. Non, s'il ne démissionne pas, il se soumet aux sanctions qui sont prévues par il a son corps. prévenu votre chef, le chef suprême, qui est Abdoulaye Wade. J'y viens. Absolument rien fait. Attends, j'y viens. Et le mec qui s'appelle aussi, Cheikhna Keïta, a prévenu le général ministre de l'Intérieur qui n'a absolument rien fait. Mais c'est pas Macky Sall. C'est pas Macky Sall. Mon colonel. Non, mais attendez, c'est pas Macky Sall, le ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va voilà ce que je voulais dire, que le président Abdoulaye Wade, lui, il n'a commis aucune faute. Il a assumé ses responsabilités du début jusqu'à la fin. Il n'en a pas assumé. Attends, parce qu'aucun de vous, et le colonel ne l'a pas dit, tous ces meurtres dont il révèle, qu'il a révélés, et les malversations, est-ce qu'il a dit quelque part qu'il a écrit au président Wade pour lui soumettre ces questions-là? Il ne l'a pas dit. C'est des choses lui-même qu'il a gardées jusqu'à ce moment-là. Il dit quand même qu'il a écrit au président. Non, il a écrit. Non, il a écrit sur d'autres questions. Au président précisément sur d'autres ce questions. Scandale qui a précisé son départ de la gendarmerie. Mais sur les scandales,
dont il parle et qui ont été dévoilés à la presse, moi je n'ai vu, entendu nulle part où on dit qu'il a écrit au président Abdoulaye Wade. Un. Deuxièmement, même sur la question, l'autre question qui a été soumise au président Wade, nul entre nous, personne ne sait quelle a été la réponse du président Abdoulaye Wade. Parce que ça se fait dans la plus grande confidentialité. Donc je crois que vous devez laisser le président Abdoulaye Wade de côté. Il y a maintenant un nouveau régime. Attends, il y a un nouveau régime. Alors, il y a un nouveau régime. Le nouveau régime, c'est Macky Sall. Moi, je pense que, au vu de tout ce qui a été dévoilé sur la place publique, Macky Sall doit prendre ses responsabilités pour répondre au moins au questionnement du peuple sénégalais. C'est ça la vérité. Mais laissez Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est fini. Ne parlez plus d'Abdoulaye Wade, c'est fini. Mais on parle de livre. Le livre, l'auteur du livre ne dit nulle part qu'il a dit au président Wade qu'il a été versé tant de millions alors à la rébellion par l'intermédiaire. Il ne l'a pas dénoncé. Il n'a rien dénoncé. Il n'a dénoncé nulle part également les meurtres. Donc je crois que les choses doivent être claires. Alors, si Macky Sall prend ses responsabilités et va jusqu'au bout du processus, est-ce qu'il ne faille pas également convoquer Abdoulaye Wade? Non, à ce moment-là, ce n'est même pas Macky Sall qui sera maître des procédures. Il y a une justice au Sénégal. Macky Sall s'adressera à la justice et là, je déterminera qui sera entendu, qui sera poursuivi, qui sera arrêté ou qui sera jugé. Donc ça, ce n'est ni le fond jusqu'au bout, c'est une partie du système Wade qui va encore péricliter dans la présomption d'innocence, qui nous enlève la présomption d'innocence. Et je crois que c'est ça qui est grave. Parce que si on est arrivé à ce déballage-là, mais ce déballage, c'est les journalistes qui ont... Les journalistes. Écoute-moi bien, je dis que c'est les journalistes qui ont profité du pluralisme médiatique et de la liberté d'expression instaurée par le président Wade pour que maintenant tout est dévoilé sur la place publique. Il y a un déballage total et personne ne peut plus échapper à ce déballage, même le président Macky Sall. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire face. Il faut demander au président actuel, celui qui dirige le Sénégal, celui qui a toutes les juridictions et qui a en main toutes les procédures, c'est à lui. C'est au président Macky Sall. C'est à lui maintenant de faire face à ce problème-là. Mais laissez tranquille Abdoulaye Wade, laissez tranquille notre régime. Maintenant, s'il advient que qu'on est en justice... Mais Farba Senghor, vos propos sonnent quand même comme une insulte à ces familles de militaires qui sont tombés en Casamance. Peut-être même du fait de la négligence de certaines autorités. Vous ne pouvez pas demander aux gens de laisser tomber votre régime, je ne l'ai pas demandé. de ne pas incriminer le régime d'Abdoulaye Wade, je ne l'ai pas dit. alors qu'à cause d'actes posés par des hommes véreux, des soldats sont morts, des Sénégalais sont morts. Tu es en train de faire de l'amalgame. J'ai dit, je n'ai pas dit qu'on ne poursuit pas les fautifs, qu'ils soient du code d'Abdoulaye Wade ou du nouveau régime. J'ai dit qu'il revient au président Macky Sall, qui est actuellement président de la République, de déclencher les procédures s'il veut savoir la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est de l'amalgame que vous voulez créer pour nous mettre en mal avec les familles des soldats. J'étais le premier à défendre, moi ici, les généraux, à demander à Macky Sall de leur laisser la prime que le président Wade leur avait laissée. Et c'est moi qui défends sur les plateaux les militaires, les soldats et les policiers, et personne ne peut le nier. Moi, je défends la vérité et la justice. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux pour le peuple sénégalais. Non, vous devez être juste avec vous-même. Je ne veux pas mal avec... Mais c'est juste que non, parce que ça, c'est de l'amalgame. Vous voulez faire des insinuations pour nous mettre en mal avec le peuple. Moi, je suis défenseur du monde libre. Moi, je défends le peuple sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons... Qu'il soit militaire, policier ou qu'il soit civil. Alors, nous allons avancer un peu. Alors, pour peut-être vider définitivement ce dossier, est-ce qu'il faille aujourd'hui convoquer le général Abdoulaye Fall, lui donner l'opportunité peut-être de défendre son honneur, parce que c'est son honneur qui a été sali dans cette histoire. Comprendriez-vous que le général Fall ne soit pas rappelé ou ne soit pas qu'on lui demande pas d'explication? Oui, en fait, je le comprendrai parfaitement, dans la mesure où, tant qu'il n'y a pas d'ouverture d'une information judiciaire, on ne peut pas obliger le général Fall à s'exprimer sur cet ouvrage-là. Parce que pour l'instant, nous sommes encore dans le cadre d'un ouvrage mis
dans le domaine public. Tout le monde s'en saisit, tout le monde est libre de faire son commentaire, mais cela ne doit pas guider les actions administratives que doivent prendre les gouvernants. Autre chose, moi je parle plutôt de la mise en place d'une commission d'enquête, pas de l'ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la manifestation de la vérité et l'opportunité que ce livre donne à l'État du Sénégal de se réorganiser et de mettre le doigt là où ça fait mal pour pouvoir se soigner. Pourquoi? Si prenez le fonctionnement, sans pour autant aller dans les détails, prenez le fonctionnement des services de renseignement, par exemple. Celui qui informe le chef de l'État aujourd'hui, il lui donne une information sur laquelle il n'a aucune maîtrise, parce qu'on lui remonte l'information. Maintenant, il y a des techniques de triangulation, d'itération, d'analyse de l'information. Mais ce livre a mis à nu le fait que le chef de l'État, chef suprême des armées qui nomme à tous les postes, puisse être manipulé par des services de renseignement. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Et au lieu de parler de cela, nous sommes là à dire il avait le droit, il n'avait pas le droit, il est soumis à une faute disciplinaire ou pas. Vous savez, M. Senghor... Il y a deux questions. On traitait une question de droit et de procédure. Maintenant, ça, laisse tomber. Allons maintenant sur l'autre question qui est importante, c'est-à-dire le fond des choses. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que je crois que tout homme de droit qui serait ici, donc, aurait demandé le respect donc, des procédures. Maintenant, ça n'a rien à voir avec mes convictions. Il n'y a encore aucune procédure en l'occurrence. Moi, je dis tout simplement qu'autour de cette table, on n'a pas parlé du président Abdoulaye Wade. Vous avez été le premier à parler du président Abdoulaye Wade. Non, c'est lui. Vous avez parlé du président Wade à plusieurs reprises. Voilà. Moi, je ne considère pas que la faute est la faute du président Abdoulaye Wade, ni la faute du président Diouf, ni la faute du président Macky Sall, encore moins la faute du président Senghor. C'est un système qui a une faille. Tous les systèmes sont connus pour avoir des failles. On a envoyé un commando très entraîné, bien à Mogadiscio. Les commandos américains, ils ont été abattus. Leur Black Hawk a été abattu et ils ont subi beaucoup de pertes. Il y a toujours des failles dans les systèmes. Mais nous ne devons pas là à dire que l'armée n'a aucune faille, la gendarmerie n'a aucune faille, la police n'a aucune faille. Nous voiler la face. Oui, de la même manière dont Black dit que la rose porte en elle un vert. Donc l'histoire autrefois enchantée par la beauté de la rose doit maintenant aussi s'intéresser au vert. Et c'est ce que nous tentons de faire. Il faut s'intéresser au vert qui est à l'intérieur de cette si belle rose que nous appelons les forces de sécurité. C'est bien, nous avons une excellente armée, je le sais. Nous avons une excellente armée qui est plébiscitée un peu partout dans le monde. Nous avons été présents ces 50 dernières années pratiquement sur tous les théâtres d'opération du monde entier, jusqu'en Bosnie. Nous ne disons pas que les gens ne sont pas, ils ne sont pas, comment on va dire ça, passez-moi le terme, ils ne sont pas compétents. Voilà, ils ne jettent pas l'anathème sur la compétence des forces armées. Il dit tout simplement qu'il y a des faits, il relate les faits qui se sont passés et qu'on aurait pu éviter les personnes qui ont été impliquées dans ces faits-là. Je pense que quand on parle du détournement de l'argent alloué au carburant, ça n'a rien à voir avec la compétence des militaires, ça a à voir avec la moralité de ceux qui gèrent le carburant. Quand on parle de l'affaire de Medina Mankagne, moi ça m'intéresse de savoir comment, non seulement en tant qu'expert en intelligence stratégique, on a pu aller à ce niveau d'officiers si bien formés et si compétents. La bonne information n'a-t-elle pas été remontée? C'est à ce niveau-là que moi je m'interroge. Que dites-vous de World Trade Center? Les États-Unis, avec leur puissance et leurs moyens en information, en renseignement, comment a pu se passer au cœur de New York même? Vous êtes en train de comparer deux situations qui sont carrément... C'est des problèmes d'information. C'est des problèmes de renseignement. C'est des gens démontrés. Est-ce que c'est des gens qui se sont entraînés à l'intérieur des États-Unis, avec les moyens des États-Unis, qui ont utilisé l'aviation des États-Unis pour faire cela? L'aviation civile. Civile, bien sûr, mais l'aviation.
Mais vous savez, moi je ne peux pas comparer ce qui s'est passé. Je ne peux pas comparer. Est-ce que le président de la République, il doit prendre ses responsabilités pour aller au fond des choses? Non, ça c'est une question politique. Nous n'en sommes pas encore là. C'est une question politique. Politiquement. Oui. Ça c'est une question politique. Non, ça ne peut être réglé que politiquement. Non, justement. Qui décide maintenant d'envoyer, par exemple, le en justice? Mais vous savez... Qui décide, le colonel? Qui décide? Parce que vous voulez qu'on l'envoie en justice. C'est le président de la République qui décide. Mais parce que vous voulez qu'on l'envoie en justice. C'est ça la question fondamentale. Non, je ne veux pas. Je dis tout simplement... Je dis qui décide, si ça devait se faire. Mais vous savez que dans notre cher pays, malheureusement, il n'y a qu'une personne qui décide. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui nous en sommes dans cette situation où un officier supérieur de l'armée produit un ouvrage et le laisse tomber dans le domaine public. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui décide. Nous sommes dans un domaine, dans un régime super présidentialisé. Alors que les chefs d'État, que ce soit Macky Sall qui est en poste ou Abdoulaye Wade qui n'est plus en poste, ne s'étonnent pas qu'on parle tous les jours d'eux. Parce qu'il n'y a qu'eux qui décident. L'Assemblée nationale, qui doit être un pouvoir de contrôle de l'exécutif, ne fait pas son travail, malheureusement. Nous sommes désolés de le dire, mais l'Assemblée nationale ne fait pas son travail. C'est une chambre d'enregistrement. Qui décide dans ce pays-là? Qui fait des propositions de loi, par exemple? On a l'impression qu'ils sont tous sonnés. Même pour avoir une réaction du côté politique, c'est très difficile. Mais c'est ça qui on a l'impression qu'ils sont tous sonnés. C'est ça qui fait la C'est dit Gassama. Et puis, même autour de ce plateau, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de toucher le fond du livre. On tourne autour de la forme, autour de la... Mais non, moi je parle du livre. Ce que je veux dire, je crois que le livre est si bien titré pour l'honneur de la gendarmerie. L'intention de cet officier supérieur, c'est de restaurer l'honneur de la gendarmerie. Et le livre est très bien titré. Et je crois que, encore une fois, lorsque je parle du président Abdoulaye Wade, ce n'est pas pour le blâmer ou le jeter à l'opprobre. J'estime simplement que si, lorsqu'il l'avait saisi, il avait réagi. Mais il n'a pas été saisi des questions. Je ne parle pas de ces questions. Mais peut-être que c'est parce qu'il n'a pas réagi pour la saisine qu'il a faite. Non, il a saisi parce qu'il avait un conflit avec... il a réagi en plus. Avec le général. Il a réagi. Il a réagi. Il n'a pas saisi sur les questions brûlantes. Il a réagi. L'auteur même le reconnaît. L'auteur reconnaît à la décharge. L'auteur dit qu'à la décharge de Abdoulaye Wade, il a voulu révoquer le général Fall et que d'autres officiers supérieurs l'en ont dissuadé. Et à la décharge de Abdoulaye Wade, l'auteur dit qu'il donnait l'argent de bonne foi, mais que cet argent était détourné par des membres de son système. Très bien. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'intention du colonel Ndao n'est certainement pas de nuire à ce corps auquel il a appartenu, auquel il a consacré toute sa vie. À un moment donné, il s'est retrouvé face à un dilemme. De l'intérieur du système, il a vu que ce corps, qui est un corps prestigieux, et qui est toujours très prestigieux, la gendarmerie, avait quand même des problèmes. Est-ce qu'il devait se taire, que l'on dise on a une belle armée parce qu'il y a de beaux uniformes et tout, alors qu'il y a des pratiques, certaines pratiques, qui jurent avec la transparence, qui jurent avec la bonne gestion, certaines pratiques à la limite mafieuses qui existent et que personne ne dénonce. Il a choisi d'écrire un livre et de poser le débat. Le débat étant maintenant posé, nous présumons que le général Fall est présumé innocent de toutes les accusations qui lui sont faites. Ce qu'il y a maintenant et ce que nous lui disons, c'est que ne serait-ce que pour les accusations de meurtre qui ont été faites contre le général Fall, le procureur a obligation, il n'a même pas le choix, obligation de s'autosaisir pour tirer au clair le décès de cet homme à Badiédou, à la gendarmerie. Merci beaucoup. Encore une fois, pour être clair par rapport à ce l'Assemblée nationale doit enfin jouer son rôle. Ça aurait été aux États-Unis, le Sénat aurait déjà commencé à auditionner les personnes. En France récemment, pour une histoire d'évasion fiscale, des ministres ont été auditionnés. Je voudrais lancer un appel à Moustapha Diakhaté et à Djibril War. C'est là qu'on les attend. On ne les attend pas pour sortir du communiqué, attaquer des gens qui critiquent le gouvernement. C'est là qu'on les attend.
Ce sont des élus du peuple, c'est là qu'on les attend. Merci de créer beaucoup. une commission parlementaire, s'il vous plaît. Pour parler du fond, excusez-moi, pour parler du fond, juste une dernière chose. Je pense qu'il ne faudrait pas aussi que nous nous empressions de dire que des accusations de meurtre ont été portées contre le général. Je m'en réfère à ce que j'ai lu. En réalité, il dit qu'il y a un témoin clé qui a été déclaré mort dans des circonstances d'accident et qu'aucune enquête n'ait été ouverte pour élucider les conditions de cette mort-là. Est accusé de meurtre. Alors, attention. On va avancer. Attention. On va avancer un peu. Vous aurez le temps tout à l'heure, mais il faut au moins que l'on change de chapitre. Pierre Ahmed Ba, que l'on puisse parler, s'il vous plaît, Seydi Gassama, que l'on puisse parler aussi d'une autre affaire qui concerne les relations entre famille et pouvoir. C'est une affaire, en tout cas c'est une actualité qui s'est auto-invitée dans notre émission. Au Sénégal, faut-il revoir la teneur des relations entre la famille et le pouvoir? Ma question est la suivante. Est-ce que parce que l'on appartient ou l'on a un lien avec la famille présidentielle, l'on devrait taire ses ambitions politiques, taire l'expression de certaines libertés au plan politique? Colonel Alioune Ndiaye. Oui, mais vous me mettez dans la chose politique. Je vais m'y essayer. En fait, moi je suis au Sénégal, je vis dans la société sénégalaise, où l'homme est entouré de sa famille dans toutes ses activités. Quand il va au champ, il y va avec sa femme, ses enfants, et ses neveux et tout. Quand il va au travail, il implique tout le monde, puisque on sait ici que quand on veut vous atteindre, pour vous demander une intervention ou quelque chose comme ça, si c'est difficile, on peut passer, souvent on passe par votre maman, ou on passe par votre épouse, ou par même vos enfants. C'est des règles que nous connaissons chez nous, qui sont des règles non écrites, mais qui existent. Pourquoi les premières dames ont toujours besoin de mettre en place des fondations? C'est justement pour contourner ces genres de barrières, de restrictions, et de pouvoir apporter quelque chose à l'action de leur époux, président de la République. Ce n'est pas une mauvaise chose tant que ça se passe à la lisière, si vous voulez, de la chose publique. Tant que ça ne touche pas directement au fonctionnement des institutions. Maintenant, si on voit d'ailleurs, il n'y a aucun président sénégalais qui n'ait eu des membres de sa famille dans son entourage de Senghor à Macky Sall. N'est-ce pas? Maintenant qu'un ministre sorte pour dire oui, s'il a été élu, c'est grâce à l'époux de monsieur le président de la République. S'il a été nommé. Nommé, oui, pardon. S'il a été nommé, c'est grâce à l'époux. Après, il a changé pour dire non. Il a voulu parler de l'action de l'épouse dans la campagne électorale. C'est ce qui leur a permis de gagner, d'être élu dans leur fief et donc de pouvoir siéger au gouvernement. Il a précisé. Je lui donne, moi, ce bénéfice du doute. Mais, en tout état de cause, ça constitue une faute d'avoir déclaré ça. De l'avoir déclaré. C'est une faute et nous devons prendre toutes les dispositions au niveau de l'appareil d'État pour que pareille chose ne puisse jamais se produire au Sénégal, qu'une épouse de président de la République ou de ministre ne puisse jamais entrer directement en action. Y a-t-il lieu de réguler un peu le système concernant la famille ou les proches du président de la République? Mais c'est des citoyens, vous ne pouvez pas leur enlever leurs droits. Jamais. Vous ne pouvez pas dire à monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit de nommer votre fils ou votre frère, alors qu'il est compétent en ceci ou en cela. Ça, c'est même en France. On a vu Mitterrand a nommé son enfant. Sarkozy, tout récemment, a nommé son enfant dans l'appareil d'État. Mais on a vu ce que ça a soulevé comme polémique lorsqu'il a voulu s'emparer du quartier de la Défense. Parce que même en France, les gens ont du mal à l'accepter. Oui, non, ce n'est pas qu'ils ont eu du mal à l'accepter. De Gaulle avait son fils dans l'armée, il était un maréchal. Mitterrand a eu son fils dans même des scandales. C'était même dans des scandales de vente d'armes en Afrique. Son frère aussi. Donc, c'est normal, quand ça pose problème, que ça suscite l'émoi.
Ici au Sénégal, nous vivons un problème aujourd'hui avec le fils de l'ancien président. Tant que ça se passe normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un risque qu'il faut prendre. Si vous avez votre frère qui est compétent en ceci ou en cela, votre cousin, votre fille ou fils, si vous prenez la responsabilité de le nommer, prenez la responsabilité de prendre les coups en cas de faute. C'est ça le problème. Mais on ne peut pas légiférer et dire que parce que vous êtes fils de président ou parce que vous êtes proche d'un président, vous ne devez pas avoir tel poste ou tel poste. Ça, c'est enfreindre les droits de l'individu. Oui, moi je crois que c'est Dieu qui vient de tirer son décret, parce que pendant longtemps, on a voulu mettre tout sur le dos du fils du président, de l'implication donc de président Blawad, de Karim Wade, donc l'implication de Karim Wade dans la gestion de l'État, des affaires de l'État. Mais maintenant, on parle de dynastie, on parle de... C'est pas ma création, hein, je ne l'ai pas inventée. Mais on parle de monarchie aussi à l'époque. Donc, oui, maintenant, la monarchie marche toujours. Et je crois que la rupture, on ne sent pas la rupture donc à ce niveau. Parce que maintenant, c'est toute la famille. Je sens également l'incompétence du ministre et de plusieurs ministres. Parce que quand quelqu'un peut se permettre devant tous les Sénégalais, donc raconter de telles, vous m'excusez, de telles choses, véritablement, on se demande est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il a la capacité donc de faire le travail qu'on attend de lui. Donc, en grosso modo, moi, je retiens que ce gouvernement-là est un gouvernement qui est incompétent. Et deuxièmement, l'influence de la famille présidentielle est trop forte, trop pesante et trop présente dans les affaires. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Si les Sénégalais apprécient, donc tant mieux. Si les Sénégalais n'apprécient pas en 2007, donc on verra, il y aura le résultat. Mais pour le moment, je pense qu'il faut attendre pour savoir en 2017. Parce que lui, il a promis donc de réduire son mandat de 7 à 5 ans, bien qu'il hésite encore. Alors vous, quelle est votre conviction? Est-ce qu'il faut empêcher aux proches du président de la République d'intégrer l'appareil d'État? Faut-il mettre des Non, je crois que ce sont des citoyens comme tout le monde, et tous les citoyens ont les mêmes droits et sont égaux devant la loi. Donc on ne peut pas dire, disons, problème xel. Il revient donc au président de savoir ce que apprécie le peuple sénégalais et ce qu'il n'apprécie pas, et en fonction de cela, prendre des décisions idoines, soit les écarter, soit les conserver, soit laisser son épouse, donc mettre la main donc, en toutes choses et dans les affaires du gouvernement. Mais moi, c'est le résultat que ça va donner. Donc attendons le résultat. Le résultat, négatif ou bon, ce sera le résultat de Macky. Donc merci nous, beaucoup. On serait heureux Pierre Ametrouba, qu'est-ce que cette affaire Mbagnick Ndiaye vous inspire? Est-ce qu'il faut maintenant poser le débat autour de cette question, de la question de l'incursion de la famille dans le système de l'appareil d'État? Oui, en fait, comme l'a dit le colonel, il a donné une longue liste. J'ajouterais même Robert Kennedy, frère de Kennedy, qui était dans l'appareil d'État. Mais ce qui est mis en cause ici, c'est moins leur présence dans l'appareil d'État que leur influence dans le fonctionnement de l'État. Je pense que ce dont on parle en ce moment, c'est l'influence. Parce que ce que Mbagnick Ndiaye a dit est très clair. Ça n'aurait pas été la première dame. Nous devons tous notre nomination à la première dame. C'est clair. Donc, ce discours présage d'une certaine influence de la première dame dans les affaires de l'État. Maintenant, il faut qu'on soit responsable. Le président de la République est marié. Sa femme, sa compagne, depuis fort longtemps. Est-ce qu'on peut reprocher à un homme de se confier à son épouse? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on peut reprocher à une épouse d'avoir de l'influence auprès de son époux? Je ne le pense pas. Par contre, c'est humain quand même. C'est très humain. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais qu'on mette un peu de bémol sur le discours. Je pense que je sais que je vais décevoir beaucoup de gens qui s'attendraient à ce que je tire à boulet rouge sur le président de la République, mais non, je ne le ferai pas. Parce que c'est des relations sentimentales. D'abord, des relations de confiance, surtout quand les personnes sont mariées et ont des enfants. On ne peut pas lui reprocher de céder à l'influence de son épouse jusqu'à un certain niveau. Mais de là, par contre, à imaginer que c'est la première dame qui fait la liste du gouvernement, il y a un problème. Or,
elle est nommée Premier ministre et on sait qu'elle a la responsabilité de le faire. Elle ne l'est pas, elle reste Première Dame, elle s'occupe de sa fondation Servir le Sénégal, mais elle ne doit pas s'immiscer à ce niveau. S'il est avéré, s'il s'avère que ce que Mbagnick Ndiaye a dit est vrai, il y a problème. Donc, il y a plusieurs niveaux de débat. D'abord, c'est la Première Dame, l'épouse du chef de l'État, qui, en tant que telle, jouit d'une certaine influence auprès de son mari. Mais c'est comme si on découvrait à l'instant que les premières dames du Sénégal ont souvent influé, impacté sur la politique de la nation. Mais vous savez, tout cela dépend des relations qu'on a. Vous savez, un général, si un général sait que demain, on va partir en guerre contre un pays, il ne le dirait jamais à son épouse, par exemple. Donc, il y a des niveaux de responsabilité et il y a un cloisonnement de l'information. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la présidence? Je ne le sais pas. Je dis tout simplement que ce que Mbagnick Ndiaye a dit, c'est très grave et cela veut dire tout aussi qu'il y a un problème de communication au sein de ce gouvernement-là. Il y a un problème de communication. Vous savez, on était dans le cadre d'une passation de service. Mais on n'était pas dans je ne sais pas comment on l'appelle, à la fin des baptêmes le soir, quand les dames sont là et qu'on se donne les... On n'était pas là-dedans. C'est-à-dire, ce n'était même pas le lieu de parler de la Première Dame. Vous voulez parler de la Première Dame, faites-le lors d'un meeting. Mais ne le faites pas lors d'une passation de service. Qui est un moment solennel. Mais oui. Seydi Gassama, qu'est-ce que cette question Écoutez, moi, cette affaire vous inspire? Je trouve qu'on fantasme beaucoup sur le rôle des premières dames au Sénégal. Une première dame, surtout lorsqu'elle est intellectuelle, c'est quelqu'un qui a connu son mari depuis des années, qui a vécu des moments très difficiles avec lui, qui l'a accompagné dans son combat, et qui, lorsqu'il exerce le pouvoir, ne peut pas être neutre par rapport à ce pouvoir-là. C'est dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un seul pays du monde. Nous sommes tous des hommes mariés. Et chacun de nous sait que d'une manière ou d'une autre, son époux ou son épouse exerce quand même une certaine influence sur lui, lui conseille, lui dit des choses. Le président, la fonction présidentielle, pour moi, est une fonction où on est souvent, dans laquelle on est souvent très seul. Le président est souvent très seul. Parce que vous êtes entouré de gens qui ne vous disent que ce que vous voulez entendre. Et si Abdoulaye Wade a été amené à confier autant de responsabilités à Karim, c'est parce que c'était un homme âgé, qui était entouré de gens à qui il ne faisait pas toujours confiance. Par conséquent, vous avez votre époux avec laquelle vous avez cheminé, qui connaît votre entourage, qui connaît des gens autour de vous, n'est-ce pas? Vous avez vécu à Fatick, Mbagnick est quand même de Fatick, Matarba était le maire de Fatick, c'est des gens qu'il connaît, pour leur loyauté, pour leur engagement aux côtés du chef. Si aujourd'hui le chef au pouvoir se retrouve avec beaucoup de courtisans, n'est-ce pas? Il a peut-être le devoir de rappeler au président en disant tel homme était une personne fidèle, compétente, qui était à côté de toi, il faut quand même lui donner des responsabilités. Mais de là à porter cela sur la place publique. C'est ça justement. J'ai entendu Yaham dire que le président a décidé de mettre fin à tout le corps qui entoure les passations. C'est qui a mené Mbagnick à s'épancher. Et ce folklore n'a pas lieu d'être. Je crois que du temps d'Abdou Diouf, on nommait un premier ministre, il fait sa déclaration de politique générale. Il n'y avait jamais des gens qu'on transportait dans des cars pour venir applaudir à l'Assemblée. Et ça a commencé avec le PDS et ça continue avec le PDS. Et ça continue avec le PDS, parce que le PDS est toujours là. Je suis heureux que Macky Sall ait décidé de mettre fin à ce folklore. Ça doit être des moments solennels, n'est-ce pas, donne le linguet à notre ministre en présence d'un contrôleur de l'État. Donc, encore une fois, je trouve que... tout ce débat autour de l'institution de la famille présidentielle tient lieu de fantasme selon vous. Il n'y a pas de matière à fouetter Je pense que Marième Faye Sall, c'est pas elle qui a signé. Elle n'a pas signé quand même le décret qui a nommé ces personnes-là. Dieu sait que dans ce pays-là, quand ce n'est pas la première dame qui vous recommande, c'est votre frère qui recommande ou c'est le marabout qui recommande. Le marabout Mais là, on est mal barré alors, parce qu'on se situe mais c'est la réalité. Mais l'important, c'est de recommander des gens compétents. Vous savez que même pour aller dans des universités, vous avez besoin d'être recommandé. Aux États-Unis, Bush, pour entrer à Harvard, il a été recommandé par un ami à son père. Vous, si vous voulez un poste aux Nations Unies,
Mais là, on parle d'un État, de vos quand même. compétences. On parle d'un État. Vous demandez, et l'aide de Seydi Gassama. vous demandez l'aide de Là, Oui, on mais parle non, d'un non, État. non, attendez, attendez. Je veux simplement dire que Macky Sall, quand même, c'est valable pour Abdoulaye et n'importe quel chef d'État, ne va pas quand même nommer une personne incompétente simplement parce que son épouse ou son frère le lui a recommandé. Ce sont des gens qu'on recommande sur la base des compétences. Et je sais que Mbagnick, pour ce qui est de la culture, c'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose dans ce pays. Il a créé le mouvement Deflin, qui va au-delà des CRR, mais qui fédère toutes les cultures du Sénégal. Vous allez en Deflin, vous avez des émissions mandingues, des émissions diola, etc. Donc sa compétence n'est pas en jeu. Lors d'une cérémonie pour dire j'ai été nommé grâce à la première dame, je pense que cela ne peut pas constituer une raison pour le président de la démettre ou pour qu'on appelle à sa démission. C'est cette situation, tous ces moments solennels qui doit être supprimé. Et quel que soit le régime qui est là, Merci. on doit faire en sorte que cette folklore-là puisse s'arrêter. Alors, colonel Alioune Ndiaye, sur le même sujet. Oui, en fait, je disais ici que le président de la République au Sénégal, n'importe quel président de la République, ne subit que des influences, puisqu'il y a des influences qui vous arrivent de partout. Il n'y a pas que de votre famille seulement. Vous avez les alliés politiques. On a vu et on sait que la formation d'un gouvernement obéit à des négociations, n'est-ce pas? Des places que l'on donne à tel ou tel parti. Ça, ce n'est pas le choix du Premier ministre, du moins la proposition du Premier ministre. Parce que les règles ici disent que le gouvernement se forme sur proposition du Premier ministre et validé par le président de la République. Ce qui n'est pas le cas ici. Hein? Ce qui n'est pas le cas. Parce que les gens dans les le faits, président m'a nommé. Voilà, dans les faits, ce n'est pas le cas. La situation ici est que le président est obligé de négocier avec ses alliés politiques. Il est obligé de prendre en compte la situation, du moins les réalités Des entités régionales. sociologiques, religieuses, tout ce que vous voulez comme influence. Maintenant, comme Seydi Gassama l'a si bien dit, personne ne peut reprocher à une épouse quand même de dire à son époux, président ou ministre ou tout ce que vous voulez, ce qu'elle pense de telle ou telle personne ou ce qu'elle pense de telle ou telle situation. La seule chose qui compte, c'est que celui qui prend la décision, quand il prend la décision, qu'il n'engage que sa personne. Qu'il n'engage que sa personne et que la responsabilité ne revienne qu'à lui. Alors, pour terminer, dernière question, Pierre Ahmed Ba, qu'est-ce qui peut alors expliquer cette frilosité liée à l'implication de la famille dans la vie de la nation? Est-ce que c'est le cas Karim Wade qui révulse un peu les Sénégalais? Non, mais vous savez, le cas Karim Wade n'était pas un problème pour moi. Parce que linga sañ ci sa doom sañuloo ko ci doomu jàmbur linga sañ ci sa doom sañuloo ko ci doomu jàmbur. Le président de la République de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, avait toujours dit, clamé urbi et orbi, que Idrissa Seck était son fils. Il s'est senti trahi par ce dernier. C'est vrai ou c'est faux, c'est un autre débat. Il s'est senti trahi par ce dernier. Il s'est senti quelque peu trahi par tout ce qui l'entourait. Et il se rabat sur ce qu'il connaît le mieux, son fils. Et ce qu'il sait gérer le mieux. Aujourd'hui, vous savez ce qui dérange les Sénégalais, je pense. En tout cas, moi, ce qui me dérangerait, c'est l'influence qu'on peut avoir au-delà de ses prérogatives. Si tant est qu'il est vrai et vérifié que Karim Wade avait de l'influence outre que le ministère qu'il gérait et que c'est lui qui nommait les membres du gouvernement, je ne suis pas d'accord. S'il s'avère aujourd'hui que la première dame a des influences l'influence qui lui serait dévolue dans le cadre naturel du ménage et qui influerait sur mon devenir, je suis désolé, mais ça me dérange. Merci beaucoup. Parce que nous n'avons pas voté pour elle. Merci beaucoup, Pierre Ahmed Ba. C'est terminé. Il faut que les Sénégalais sachent que le plus important, c'est la compétence de la personne. On n'aura pas le temps. Merci beaucoup, Pierre Ahmed Ba, spécialiste en intelligence stratégique. Nos remerciements à mon ami Farba Senghor, ancien ministre, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International, et colonel Alioune Ndiaye, ancien porte-parole de la police. Merci de nous avoir accompagnés. Restez avec nous sur la 2STV et nos programmes se poursuivent. Au revoir. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Whoa.